Donc, pour ce qui est de ce TD, les exercices à proprement parler ne seront pas au programme du CC de demain. Par contre, vous verrez que dans ce TD, on reprend des notions de cours sur le clonage. Et les notions de cours, vous devez les connaître. Et on va faire aussi, vous allez voir, on va reprendre aussi des notions sur les cartes de restriction. Et ça, c'est le TD précédent, le TD2, que vous devez aussi connaître. Alors, les premières diapositives, vous allez voir, sont très proches de diapositives de cours. Et donc, vous n'avez pas du tout à tout renoter. Hein, c'est des rappels plus qu'autre chose. Déjà, sur ce que c'est que le clonage, hein, donc le fait d'isoler pour pouvoir amplifier et manipuler une séquence d'ADN. Donc, le fait de cloner, c'est insérer un fragment d'ADN dans une autre séquence d'ADN. Donc, le fragment d'ADN qu'on va insérer, c'est ce qu'on appelle l'insert. Oui, et je vais vous donner aussi l'intitulé exact de l'exercice de demain sur la PCR. Donc, il faudra répondre TTT-AAA, voilà, pour l'exercice de demain sur la PCR. Et du coup, ouais, j'en ai bien peur hein, quand c'est de l'humour. Ouais. Alors attendez, parce que j'ai juste un message par ailleurs. Une de vos caméras qui a un petit souci. Pouvez-vous... Ok, donc juste, je vais répondre. Je suis un. Ok, donc du coup, sur les généralités sur le clonage, donc vous avez un insert que vous allez mettre dans un vecteur. Comment est-ce qu'on va faire cela? Rappelez-vous, on utilise la technique classique des enzymes de restriction et ensuite de ligation. Donc vous allez digérer par exemple un ADN chromosomique pour obtenir un fragment d'intérêt. Et ensuite, vous allez digérer de la même manière un vecteur pour pouvoir après liguer l'un avec l'autre. Et donc avoir votre ADN d'intérêt dans votre vecteur. Cet ADN d'intérêt, il peut avoir pour origine de l'ADN chromosomique, des produits de PCR, mais aussi ça peut être des ADN complémentaires. Les ADN complémentaires, je vous rappelle, viennent d'ARN messager via la rétrotranscription. Ce qui est des produits de PCR que l'on peut cloner, je vous rappelle, on a vu ça assez brièvement dans le cours, que ces produits de PCR, ils sont produits de manière un petit peu particulière, c'est-à-dire qu'aux séquences des amorces utilisées pour la PCR, qui sont symbolisées ici en noir, on a rajouté les sites d'enzymes de restriction pour pouvoir ensuite donc couper vos produits de PCR pour qu'ils puissent s'intégrer dans le vecteur. Donc, en fait, c'est des amorces un peu modifiées que vous utilisez lorsque vous voulez faire du clonage de produits de PCR. Donc, tout ça, c'est que des rappels, normalement, sur la stratégie de clonage et la définition du clonage. La première question, vraiment, elle porte sur à quoi ça va servir. Alors, on l'a vu en partie aussi en cours. On a vu que ça allait servir, par exemple, à produire une protéine. C'est-à-dire que toute la partie du haut est exactement la même que précédemment. On va cloner un ADN ici d'intérêt, ici en gris, dans un vecteur, cette fois, dit d'expression. Donc, un vecteur de clonage un peu particulier qui possède un promoteur devant le site de clonage. Le fait d'avoir un promoteur devant votre site de clonage, si donc, la séquence que vous avez clonée correspond à un gène ou à un ADN complémentaire, vous allez ensuite pouvoir le transcrire et le traduire. Alors, vous pouvez faire ça in vitro ou in vivo. Ça va vous permettre de produire la protéine codée par le gène. Et cette protéine, ensuite, donc vous pouvez la produire en grande quantité, puisque vous avez ce vecteur d'expression qui permet de produire la protéine après en grande quantité. Eh bien, ça va vous permettre d'étudier cette protéine, donc sa structure tridimensionnelle, sa localisation, ses partenaires, ses effets biologiques ou tout ce que vous voulez. Donc, le premier intérêt du clonage, c'est de pouvoir produire en grande quantité le transcrit correspondant à un gène, pour pouvoir ensuite le traduire et donc produire la protéine pour pouvoir l'étudier à différents niveaux. Ça, c'est aussi très proche du cours qu'on a vu ensemble. Donc là, c'est le cas des vecteurs d'expression. Hein. Vous voyez que le site de clonage est précédé d'un promoteur. Le deuxième cas
intéressant, la deuxième grande utilisation du clonage, pardon, ça va être cette fois de pouvoir modifier une séquence d'ADN. Alors, vous verrez plus tard comment est-ce qu'on fait des mutations dans une séquence d'ADN, par exemple. Là, l'idée, c'est de rajouter, par exemple, une séquence à la séquence codant votre protéine. Alors, vous avez vu ça, normalement, déjà avec Aurore Inchbal lors du cours de jeudi. L'idée, c'est toujours la même. Donc, toute la première partie de la diapositive, c'est exactement ce qu'on vient de voir. Vous avez cloné un ADN sous le contrôle d'un promoteur. Mais cette fois, vous allez rajouter un autre ADN en phase avec le premier ADN. Je dis en phase, ça veut dire que ça a le même cadre de lecture. Donc, la protéine, du coup, l'ADN code pour une protéine qui, vous voyez ici, est plus longue, une protéine modifiée. Vous avez rajouté ici la séquence bleue d'ADN. Donc, si vous faites la transcription, traduction de cette séquence, vous allez obtenir une protéine non pas seulement grise, mais une protéine à laquelle vous avez rajouté des acides aminés, qui sont ici symbolisés par la couleur bleue. Alors, dans le cours d'Aurore Inchbal, vous avez vu ça avec des séquences beaucoup plus courtes. Vous avez fait ce qu'on appelle un étiquetage de protéines, c'est-à-dire vous avez rajouté une séquence que l'on sait détecter à votre protéine. Et donc, ensuite, vous pouvez faire des études diverses et variées sur cette protéine, notamment étudier ses partenaires. C'est ce que vous avez vu en cours. Là, j'ai modifié la séquence. En l'occurrence, je lui ai rajouté une portion. Là, on l'a fait en 3', on pourrait aussi le faire en 5'. Donc, pour avoir, là, vous avez rajouté en C terminal de la protéine quelque chose, mais on pourrait rajouter aussi en M terminal. Il faudrait juste insérer la séquence d'ADN ici en 5'. C'est une modification de la séquence, un ajout de séquence dans ce cas-là. Vous verrez plus tard tout ce qui est mutation et modification à proprement parler de la séquence déjà existante. Troisième grande application de cette technique de clonage, tout le contrôle du promoteur, là, on avait la séquence grise et ensuite la séquence bleue. Il n'y a pas de codon stop ici, et donc ça synthétise un seul et même transcrit qui code pour une seule protéine. Mais on aurait pu aussi en fait avoir un site de clonage qui est entre le promoteur et la séquence grise. Donc vous auriez inséré la séquence bleue ici entre le promoteur et la séquence grise. Donc la troisième grande utilisation, c'est la fabrication de banques. Alors la fabrication de banques, cette fois, ça va être à peu près la même idée que ce qu'on a vu jusqu'à présent, sauf qu'au lieu de cloner une seule fragment d'ADN, vous allez cloner plein de fragments d'ADN. Alors je m'explique. Dans ce cas-là, vous allez avoir un génome entier, c'est-à-dire tous les chromosomes, que vous allez digérer par une ou plusieurs enzymes. Alors ici, dans l'exemple, vous voyez qu'on utilise 2 enzymes, E1 et E2. Donc vous digérez tout le génome. Cette fois, ce n'est pas un seul des fragments qui va nous intéresser, c'est tous les fragments qui vont nous intéresser. Autrement dit, ces fragments, vous voyez, on va les mettre en présence d'un vecteur. Donc, on va cloner chacun de ces fragments dans le vecteur. On dit ici, à la fin, vous allez avoir un vecteur d'ADN recombinant contenant chacun une portion du génome de l'espèce que vous avez voulu étudier ici. Là, on s'intéresse à tous les fragments. On peut donc utiliser directement de l'ADN chromosomique, mais on pourrait aussi utiliser des ADN-C. Imaginez par exemple, vous vous intéressez aux gènes qui sont exprimés dans une condition de stress. Vous allez récupérer tous les ARN messagers exprimés dans vos cellules en condition de stress, vous allez les rétrotranscrire, vous allez avoir donc un ADN-C, et ces ADN-C, ensuite, vous pouvez les cloner dans un vecteur et vous aurez ainsi une banque d'ADN recombinant de gènes exprimés en condition de stress. Et ce que vous allez faire ensuite, c'est transformer des bactéries possédant chacun un ADN recombinant différent. Donc correspondant soit à une portion du génome ici, soit correspondant par exemple ici à un gène différent exprimé en conditions de stress. Donc ça, c'est la première partie, et c'est la création de la banque à proprement parler. Vous avez un ensemble de bactéries, un ensemble de clones, contenant chacun un fragment d'ADN, correspondant donc soit à une portion de l'ADN chromosomique, soit à un gène exprimé dans une condition donnée. Excusez-moi. Bonjour, c'est la monsieur. première étape. Ça, c'est la création à proprement parler de la banque. Donc là, vous avez fabriqué une banque, c'est-à-dire que vous avez l'ensemble des gènes d'une condition donnée. Ensuite, ce que vous voulez faire la plupart du temps, est récupérer la séquence
d'un de ces gènes. C'est-à-dire que vous voulez en fait récupérer un de ces clones. Le problème, c'est quand vous regardez votre boîte comme ça, vous avez juste une succession de colonies que vous avez bien spoté les uns à côté des autres. Ouais, il faut écrire dans le chat, j'entends rien, ouais, effectivement. Et, ouais, j'ai un problème de son, donc si vous voulez, il faut m'écrire un petit mot. Dites-moi ce qui n'est pas clair. À quel endroit vous êtes perdu? Oui, non, en fait, vous n'avez pas cours avec Madame Munch, c'est moi qui la remplace. C'est moi qui remplace Madame Munch en TD pour vous maintenant. Pardon, Madame Munch aujourd'hui? Ah oui. Alors attendez. Non, attendez. Attendez. J'ai peut-être un petit souci, effectivement. Qui c'est qui remplace Madame Munch? Attendez, je vais vérifier ça. Alors, nous sommes quel jour? Ah, attendez. On est le 12 mars. Le 12 mars. Ah, normalement, il y a Madame Mesguich qui devrait vous faire le TD. Il y a Madame Mesguich qui devrait être connectée pour faire le TD à la place de Madame Munch. C'est toujours pas lancé? Ça devrait pas tarder normalement. En fait, le lien, c'est le même que celui d'habitude. C'est le lien de Madame Munch, en fait. On n'a pas changé les noms. Ce qui est important, c'est votre horaire et le nom de votre groupe. C'est le lien que vous utilisez classiquement. Je vais réessayer, je vais vérifier en parallèle. Je vais essayer de connecter. Alors, excusez-moi, je fais juste une mini pause. C'est juste, j'essaie de voir cette situation. Hop. Alors, désolé, je reprends. L'intervenant n'est toujours pas connecté. Donc, en fait, ce qu'il va falloir faire là, désolé, on va faire un petit changement de dernière minute pour tout le monde. Est-ce que, du coup, les DLCB, est-ce que vous pouvez dire à tous les DLCB de se connecter sur ce lien? Donc, de se connecter sur mon lien, sur ce lien de ce TD. OK, merci beaucoup.
Donc, je vais attendre quelques instants. Désolé pour tout le monde. Donc là, vous êtes une trentaine. On va juste attendre que se rapatrient les membres de l'autre groupe dont l'enseignant a eu un empêchement. Ouais, en attendant, je peux répondre à toutes vos autres questions sur le CC ou tout ce que vous voulez. Donc, pour le CC de demain, est-ce qu'il faut réviser le Southern Blot? Alors, le Southern Blot, ça fait partie du cours 5. Donc, le Southern Blot, à proprement parler, n'est pas au CC de demain. Parce que je vous ai dit jusqu'au cours 4 inclus, entier. Donc, le cours 4, c'était tout ce qui était ADN recombinant et clonage. Et la PCR, à votre avis, j'ai dit quoi? Donc, jusqu'au cours 4 et les TD du 1 au 3, j'ai dit, me semble-t-il. Donc, la PCR, ouais, ça fait partie de l'examen de demain. Donc, je vous avais mis une belle annonce Moodle où j'avais tout décrit. Donc, vous êtes 37. J'attends encore quelques instants que les DLCB se connectent. Je n'ai pas la fiche détaillée d'émargement des DLCB là sous les yeux. Si vous pouvez me donner un top départ, les DLCB, ça m'arrangerait. Une certaine proportion d'entre vous est là. Vous êtes 13? Ok, parfait. Donc là, on est loin du compte là. Bon, bah, c'est même pas mal. Ouais, et les SV groupe 4, vous êtes 12 connectés. Ouais, c'est pas mal. Ouais, ouais. Joli score, joli score, joli score. Bon, bah, 12 connectés, je vais prendre ça pour quasiment tout le monde alors. Je vais juste recommencer brièvement. De toute façon, ce qu'il y avait avant, c'était des rappels de cours, juste pour que tous, ne vous inquiétez pas. Je reprends juste sur le début de ce cours. Le cours, il commence par et son utilité. Là, c'est du cours littéral. Je vous invite vraiment à regarder le cours. Tout est fait qu'on digère par des enzymes et qu'ensuite on fait agir une ligase pour cloner des fragments dans tous les modèles qu'on a vus ensemble. Donc là-dessus, rien de nouveau. C'est du cours. Ensuite, la première question donc, de l'exercice vous demande quelle est l'utilité de faire un clonage. La première grande utilité, de pouvoir insérer un vecteur, avoir un insert dans un vecteur. Lorsqu'on a un vecteur dit d'expression, c'est-à-dire un promoteur avec un ADN cloné juste derrière, ça permet donc de produire le transcrit et la protéine codée par cette séquence, pour pouvoir ensuite étudier les propriétés de cette protéine. Je redis pour tout le monde, j'ai un problème de haut-parleur, donc si vous avez une question, n'hésitez pas à la mettre sur le chat. Normalement, j'essaye de bien regarder en direct tout ce que vous dites. Donc, c'est quelque chose de pas clair, surtout n'hésitez pas. J'ai un problème de haut-parleur, donc je ne vous entendrai pas. Donc, surtout, n'hésitez pas à vous manifester sur le chat. Donc, ici, c'est la notion donc, de vecteur d'expression, c'est-à-dire que j'ai cloné une séquence derrière un promoteur, et si cette séquence code une protéine, je vais pouvoir produire cette protéine en grande quantité pour pouvoir l'étudier. L'étudier, ça veut dire quoi? Ça veut dire étudier sa structure tridimensionnelle, sa localisation, ses partenaires, etc., etc. Ça aussi, c'est très proche du cours, c'est le cours sur la notion de vecteur d'expression. Deuxième possibilité qu'on a évoquée en cours, c'est le fait de pouvoir fabriquer, de pouvoir modifier une séquence d'ADN. Alors là, on va la modifier de manière assez simple, c'est-à-dire qu'on va juste lui rajouter une séquence. Donc, on a toujours pareil, la première partie du schéma, c'est la partie grise. On a cloné un ADN. On va lui rajouter un ADN qui est la partie bleue. Si ces deux ADN sont en phase, c'est-à-dire qu'ici, ils ont la même phase de lecture, je vais pouvoir produire à terme une protéine, ici grise, avec une partie bleue qui correspond à cet ADN bleu. Donc, je vais avoir une protéine modifiée, ici avec une région C-terminale modifiée. Ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que l'insertion ici de cette séquence bleue peut se faire aussi ici en 5'. Je pourrais avoir aussi une région N-terminale modifiée. Ça dépend en fait où vous insérez la séquence supplémentaire.
Et donc ça vous permet donc de rajouter une séquence à une protéine, de faire ce qu'on appelle une protéine chimérique, c'est-à-dire une protéine qui a été construite de manière artificielle et qui correspond à deux protéines qui ont été fusionnées l'une à l'autre. Donc ça, c'est la deuxième grande utilisation du clonage. Ça permet de modifier une séquence. Une fois que vous l'avez isolée, vous pouvez ensuite la modifier. C'est ce qu'on fait dans cette expérience-là. La troisième grande utilisation, c'est sur quoi j'étais tout à l'heure pour tout le monde, la fabrication d'une banque. La fabrication d'une banque, l'idée cette fois, c'est de ne pas juste cloner un fragment d'ADN, mais de cloner un ensemble de fragments d'ADN. Cette fois, au lieu de cloner une région d'un ADN chromosomique qui m'intéresse, je vais cloner tout l'ADN des chromosomes. Pour pouvoir les cloner, je vais les fragmenter, les chromosomes, grâce à des enzymes de restriction, et je vais ayant un fragment différent. Ça, c'est pour le clonage cellulaire qui m'intéresse, par exemple une situation d'hyperprolifération cellulaire, une situation de stress. Je vais isoler les ARN messagers de cette situation dans les cellules. Je vais produire les ADNC grâce à la reverse transcription correspondant à ces ARN messagers, donc les ADN complémentaires correspondant à ces ARN messagers. Je vais ensuite cloner ces ARN messagers dans des vecteurs. Et je vais avoir, chaque vecteur aura un ADNC différent. L'idée ensuite, c'est d'avoir un de bactéries que vous allez transformer des bactéries avec ces différents ADN recombinants. Donc, vous allez avoir un de colonies bactériennes, chacune ayant un ADN génomique, un ADN différent. Donc, vous allez avoir plein d'ADN recombinants différents. Donc, vous avez une colonie qui possède un ADN recombinant, une autre qui possède un autre ADN recombinant, etc., etc. Là, vous aurez fait ce qu'on appelle, à proprement parler, une banque. C'est-à-dire que vous avez un ensemble de colonies, chaque colonie ayant un ADN recombinant différent, et globalement, tous ces ADN recombinants correspondent à l'ensemble d'un génome ou à l'ensemble d'un ADNC d'une situation cellulaire donnée. Donc, c'est la première étape, la fabrication de la banque. Dans un deuxième temps, vous allez cribler cette banque, c'est-à-dire que vous allez chercher dans cette banque un ADN en particulier. Et donc, pour chercher un ADN en particulier dans cette banque, vous allez utiliser une sonde, un criblage. Je vous rappelle, dans un criblage, contrairement à la sélection, vous avez un phénotype de la colonie qui vous permet de la distinguer. Ici, vous avez que des colonies qui sont toutes identiques, ça, phénotypiquement parlant. Vous voulez en chercher une en particulier qui possède un ADN particulier. Donc, vous allez devoir la cribler. Cribler, cette banque, c'est-à-dire chercher grâce à une sonde la colonie qui vous intéresse. Donc, comment est-ce qu'on fait ça ? Bien, si vous avez des colonies sur une boîte, vous allez appliquer sur votre boîte une membrane, par exemple, de nitrocellulose. Imaginez même un bout de papier ou un bout de tissu. On applique sur les colonies, donc si vous l'appliquez dessus, vous allez faire une sorte de décalcomanie de vos colonies sur le tissu ou sur la membrane. Vous allez vous retrouver avec vos colonies qui vont laisser une petite empreinte sur la membrane et disposer de la même manière. Donc là, vous avez un peu de chaque colonie sur votre membrane. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'ADN de ces colonies. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire une lyse des bactéries, vous allez casser chaque paroi bactérienne, vous allez fixer l'ADN de chaque colonie sur la membrane, si bien qu'au final, vous aurez une membrane qui contient l'ADN de chaque colonie réparti de la même manière que les colonies, c'est-à-dire vous aurez un espacement comme ça régulier entre chaque ADN. Grosso modo, c'est une image des bactéries, mais juste en gardant l'ADN, si vous voulez. Vous allez avoir donc l'ADN de chaque colonie, qui est spoté ici à différents endroits de votre membrane. Une fois que vous avez ça, vous cherchez un ADN en particulier. Donc, vous allez utiliser une sonde, c'est-à-dire une séquence d'ADN qui va être marquée, soit par un isotope radioactif, soit par exemple par un fluorophore. Cette sonde va être complémentaire d'un ADN en particulier, donc elle va venir s'hybrider sur un ADN. Elle va vous permettre d'en détecter un en particulier, par exemple celui-là. Ce qui vous permettra, vous, ensuite, d'en déduire c'est cette colonie-là, ici, de bactéries qui vous intéresse. Donc, c'est cette colonie, après, que vous allez isoler et que vous allez amplifier, produire, en fait, l'ADN d'intérêt. Là, c'est le principe de la banque. Vous allez voir qu'on va réutiliser ça tout à l'heure dans un des exercices.
Donc, je le répète, hein, je n'ai pas de son, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions sur le. Donc, on en vient au premier exercice qui est en fait la mise en pratique de toute cette histoire d'enzymes de restriction. La sonde se fixe sur l'ADN d'intérêt, ouais, tout à fait. Alors bien sûr, ça nécessite que l'ADN d'intérêt ait été dénaturé. Je ne l'ai pas évoqué. Évidemment, l'ADN, vous allez le fixer sur la membrane et vous allez le dénaturer pour pouvoir, bien sûr, permettre à la sonde de venir se fixer dessus. Tout à fait. Dans le premier exercice, on va se fixer pour objectif qu'on veut, c'est cloner l'ADN complémentaire qui est représenté ici. Alors, il s'agit d'un ADN complémentaire. Vous voyez que c'est une séquence codante avec des extrémités ici qui sont non codantes, qui correspondent ici au 5' UTR, ici au 3' UTR. Tout ce qui est au milieu, vous voyez que c'est codant, donc c'est bien un ADN complémentaire codant au milieu. Avec le 5' UTR, qui correspondait au 5' UTR de l'ARN messager, ici au 3' UTR de l'ARN messager. Il s'agit d'un ADN complémentaire. Donc attention, ici on n'a représenté qu'un seul des deux brins. Un ADN complémentaire, c'est un ADN double brin. Là, on n'a représenté qu'un seul des deux brins. Dans cet exercice, pour cloner cet ADN complémentaire, on va imaginer que nous avons à notre disposition que 8 enzymes de restriction. Les enzymes de restriction, il en existe plus de 500 différentes. Et vous vous doutez bien que pour les utiliser, pour chercher leur séquence, on utilise des ordinateurs. Nous, on va imaginer, on va tout faire à la main, et on va imaginer qu'on n'a que 8 enzymes de restriction qui sont ici. Donc, vous avez les sites de restriction, c'est-à-dire vous avez les sites qui sont reconnus et les endroits qui vont être coupés par l'enzyme. Donc, on part du principe qu'on veut cloner ceci. On a, c'est que ces 8 enzymes de restriction. On vous demande d'identifier les sites de restriction qui sont en 5' UTR et en 3' UTR. À votre avis, pourquoi on ne vous demande pas les sites de restriction qui sont dans la séquence codante, simplement? Si on digère dans la séquence codante, qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi est-ce qu'on veut digérer en 5' UTR et en 3' UTR? Pourquoi est-ce qu'on veut chercher les sites qui sont présents en 5' UTR et en 3' UTR? Ben oui, la séquence, elle sera plus codante, c'est-à-dire que vous n'aurez plus l'intégralité de votre séquence codante si vous coupez à l'intérieur. Donc, l'idée, c'est de ne pas affecter la séquence codante, c'est de couper de part et d'autre, donc en 5' UTR et en 3' UTR. Donc, si vous cherchez ces sites, alors je ne vais pas le faire là maintenant avec vous parce que ça prend un peu de temps, donc normalement, vous avez préparé le TD, donc vous avez cherché les sites. Donc, les sites, vous allez en trouver un certain nombre. Vous allez trouver des sites NHE1, un site NHE1 pardon, ici en 5' UTR. Vous voyez la séquence GCTAGC correspond bien ici à la séquence, NHE1, il est là, GCTAGC. Ici, vous voyez qu'il y a un site ECHO 47.3 qui est un peu chevauchant avec le site NHE1. Ça, c'est en 5' UTR. 3' UTR, vous voyez que vous avez un site bas machin, GGA, TCC. GGA, pardon, TCC. Trouve ces sites, je vous invite à chercher sur un moteur de recherche, vous cherchez restriction, carte de restriction en ligne et vous allez pouvoir trouver plein d'interfaces qui vous calculent la entrer une séquence d'ADN et il va vous dire où est-ce qu'il y a les sites de restriction de toutes les enzymes de la Terre. Donc bien sûr, sur toutes les séquences d'ADN, vous n'avez pas tous les sites de restriction, évidemment. Comme vous pouvez le voir ici, là, dans ce 5' UTR, vous n'avez que ces deux-là. Ici, dans le 3' UTR, vous n'avez que ces trois-là. Donc là, vous avez la position de ces sites. Donc, la première remarque, c'est qu'il n'y a pas de site commun en 5' et en 3'. Celle-ci, elle coupe que qu'il vous faudra une enzyme ici en 5' et une enzyme ici qui coupe en 3'. Il vous faudra une de chaque. Si vous utilisez deux enzymes qui coupent ici en 3', ça n'aura pas grand intérêt parce que vous allez cloner ici un petit fragment du 3' UTR et ce n'est pas du tout ce que vous voulez. Vous voulez cloner tout ce qui est entre les deux. Donc, il faudra utiliser une enzyme qui coupe en 5' et une enzyme qui coupe en 3'. Donc, en toute la suite de l'exercice, non, ça va être de trouver la stratégie de clonage.
C'est-à-dire que maintenant, il va falloir regarder le vecteur. Est-ce que le vecteur a les mêmes sites de restriction? Je vous rappelle que l'idée, c'est d'avoir des sites compatibles, des sites qui peuvent se reconnaître pour le clonage, pour que la ligase puisse agir. Et donc, on va regarder ensuite le vecteur. Donc, la question 2, c'est proposer une stratégie de clonage. C'est ce qu'on va faire en identifiant les sites de restriction sur le vecteur. Donc, vous avez le vecteur qui vous est proposé, qui s'appelle BlueScript. Le vecteur, vous voyez qu'il a un gène de résistance à l'ampicilline, un site, une origine de réplication. Vous avez ici le gène LAGZ avec à l'intérieur, ici, le site multiple de clonage, Multiple Cloning Site. On appelle aussi le polylinker qui est là. Dans ce polylinker, il y a des sites de restriction. Et ceci, un zoom sur les sites de restriction. C'est-à-dire que là, vous avez la séquence avec tous les sites de restriction qui sont présents. Donc, l'idée, maintenant, c'est de regarder dans ce polylinker, est-ce qu'il y a les mêmes sites de restriction que dans mon futur insert? Autrement dit, dans mon ADNC. Donc, c'est tout l'objet de la suite. Donc là, j'ai juste remis le polylinker du plasmide, il n'y a rien de nouveau. Ici, j'ai représenté schématiquement mon insert. Donc, je vous rappelle, l'ADNC, avec son 3' UTR où il y a un site XHO et cohérent et ben machin, son 5' UTR où il y a un site NHE1 et ECO 47.3. La question, c'est est-ce que dans le vecteur, dans le MCS du vecteur, j'ai des sites compatibles avec cela? Alors, les meilleurs yeux d'entre vous auront de suite remarqué dans le vecteur, il y a un site machin, il y a un site ici XHO1, et ici un site cohérent. Autrement dit, les 3 sites couple insert en 3' sont présents aussi sur le vecteur. Un site XHO1, cohérent, machin. Donc ça, c'est un premier point. Comme on l'a dit tout à l'heure, ce n'est absolument pas satisfaisant parce que ces 3 sites coupent 3'. Donc il nous en faut un aussi qui coupe en 5'. Si je cherche NHE1 et ECO 47.3 ici, ben, pas de chance, j'en trouve pas. Alors, je l'ai fait à votre place, hein, donc c'est des heures. Vous ne trouverez pas de site NHE1 et ECO 47.3. Donc il va falloir trouver d'autres solutions. Je rappelle que l'idée, c'est de trouver des sites compatibles, c'est-à-dire des extrémités qui peuvent se lier à des extrémités NHE1, des extrémités ECO 47.3. Autrement dit, quelle enzyme génère une extrémité compatible avec une extrémité générée par NHE1? Quelle enzyme génère une extrémité compatible avec une extrémité générée par ECO 47.3? Donc là, j'ai mes 8 enzymes possibles qui sont là. Donc il va falloir que je raisonne un tout petit peu. Je vais commencer par NHE1. NHE1, je regarde ici le site de restriction. Je vois que c'est GCTAGC. Si je cherche ce site, je ne le trouve pas. Définition, chaque enzyme de restriction a son propre site de reconnaissance et de coupure. Contre, des extrémités
Ah, ne vous affolez pas. Ici, en haut à gauche, c'est exactement la figure précédente où j'ai juste récapitulé tous les sites possibles. Maintenant, je vais vous présenter les différentes combinaisons possibles. La première combinaison, c'est de se dire, j'utilise EcoR5 bas machin pour le vecteur. Si j'utilise EcoR5 et bas machin pour le vecteur, pour l'insert, il faut que j'utilise bas machin, puisqu'il est là, ici, de ce côté-là de l'insert. Et EcoR5, il n'y est pas. Mais par contre, je viens de dire que Eco47.3 était compatible. Donc, si je digère le vecteur avec ces deux-là, insert avec ces deux-là, je vais pouvoir ensuite faire la ligation d'extrémités compatibles et j'aurai cloné mon insert. Ça, c'est la première possibilité. Donc, j'utilise EcoR5 bas machin, Eco47.3 bas machin. Et vous avez vu, on sait que de l'autre côté, en 3', il y a aussi EcoR1 et XHO qui sont aussi présents dans l'insert. Donc, en fait, il existe deux autres possibilités simples, c'est-à-dire utiliser EcoR5 EcoR1 ou Eco47.3 EcoR1. Ça devrait marcher de la même manière. Juste remplacer bas machin par EcoR1, puisque EcoR1 est présent à la fois ici en 3' sur l'insert, ici aussi dans le vecteur. Vous voyez qu'il existe de suite une troisième possibilité toute naturelle qui ne va pas être écrite sur ma diapositive, que je vais vous dire juste à l'oral. Eh bien, c'est l'utilisation, évidemment, à la place de EcoR1, de oh, au moins une personne a suivi ce que je raconte. Ah oui, XHO1, merci beaucoup, exactement. On pourrait aussi utiliser XHO1 de la même manière, parce que vous voyez que XHO1 est présent ici, il est présent aussi ici sur le vecteur. Donc, troisième possibilité que je n'ai pas dessinée ici sur ma diapositive, serait de digérer le plasmide par EcoR5 XHO1, et de digérer l'insert par Eco47.3 et XHO1. Donc, je répète, la troisième possibilité, qui n'est pas dessinée sur ma figure, serait d'utiliser EcoR5 et XHO1 pour le plasmide, ou d'utiliser Co47.3 et XHO1 pour l'insert. Ça, c'est si j'utilise EcoR5 et Eco47.3. Vous doutez bien qu'il existe une autre compatibilité, qu'on l'a évoqué tout à l'heure, c'est celle entre NH1 et XBA1. Autrement dit, les autres possibilités, seraient de digérer le plasmide par XBA1 bas machin, le vecteur par NH1 bas machin. Donc, le plasmide par XBA1 bas machin, le vecteur, l'insert par NH1 bas machin. Le vecteur par XBA1 EcoR1 et l'insert par NH1 EcoR1. Ou encore, bien sûr, XBA1 XHO1, NH1 XHO1. Donc, si vous avez récapitulé l'ensemble des choses de manière beaucoup plus didactique que je ne l'ai fait moi, vous avez normalement 6 possibilités, 6 combinaisons. Oui, plasmide égale vecteur. Ouais, dans notre cas, le plasmide, c'est le vecteur ici de clonage. Ici, c'est l'ADN circulaire. Tout à fait. Oui, alors exactement. Pourquoi il y a autant d'enzymes? 2, ça suffit. Je suis en train de vous dire, là, je viens d'énumérer toutes les possibilités, tout ce qu'on pourrait faire. Après, en laboratoire, quand vous allez choisir de cloner votre insert, vous avez entièrement raison. Vous allez en choisir 2. Mais attention, je dis 2, mais vous n'allez pas en avoir 2 au temps strict. Que vous voyez que pour le 3', vous avez bien ici une enzyme qui est présente là et qui est présente là, mais pour le 5', vous n'avez jamais la même enzyme ici et ici. Donc, en tout, vous choisirez 3 enzymes forcément, puisque l'insert et le vecteur ne seront pas coupés par la même enzyme en 5'. Je reprends pour cela, pour illustrer ça, le tout premier exemple qui est dépouillé. Ici, vous voyez que une configuration simple, ça serait d'utiliser EcoR5 et bas machin et Eco47.3 et bas machin. En tout, vous avez 3 enzymes différentes. Mais on est d'accord qu'effectivement, vous avez raison, il y en a 2 pour le vecteur, 2 pour l'insert. Ce que je suis juste en train de faire depuis tout à l'heure, c'est d'évoquer toutes les combinaisons possibles. Au final, 2 suffisent pour chacun. Je suis d'accord avec vous. Mais il est possible qu'après, dans votre laboratoire, vous n'ayez pas toutes les enzymes. Okay, donc, vous allez utiliser effectivement celles qui sont à votre disposition, ou alors celles qui sont les moins chères, ou alors celles qui sont les plus efficaces.
Après, vous allez avoir des paramètres de choix dans toutes les combinaisons qu'on a évoquées, mais qui sont des paramètres de choix que vous verrez quand vous ferez un stage en laboratoire, que là, on ne peut pas faire parce que c'est sur des paramètres qu'on ne maîtrise pas ici dans le contexte de l'exercice. Mais est-ce que vous voyez bien l'idée d'avoir plusieurs combinaisons possibles et effectivement, au final, le vecteur est digéré par 2 enzymes, l'insert est digéré par deux enzymes. Est-ce que ça va cet aspect-là? Ouais. Donc n'hésitez pas, hein, je répète, si jamais des gens nous ont rejoints, je n'ai pas de son, en fait, je n'ai pas de retour son. Et donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser par écrit ou à m'arrêter vivement pour que le temps que vous puissiez composer votre question. Alors, dans la partie B, on va s'intéresser à la sélection des transformants. Alors, attention, la sélection des transformants, alors ce schéma a l'air un peu compliqué, vous allez voir, il est tout simple. Les transformants, c'est quoi? C'est des bactéries qui auront récupéré l'ADN exogène. J'explique. Ici, on a un vecteur, le P-BlueScript, on a un ADN recombinant qu'on veut faire, c'est-à-dire le P-BlueScript plus un insert, c'est-à-dire lui. Vous avez des bactéries, vous voulez transformer vos bactéries avec vous, l'ADN recombinant. Mais il est fort probable que vous transformiez les bactéries aussi avec le vecteur seul. Ce qui va se produire, c'est que vous aurez des bactéries qui n'ont rien récupéré, donc ce qu'on appelle des non-transformants, des bactéries non transformées, des bactéries dites transformants, on appelle les transformants, ou des bactéries transformées, celles qui ont récupéré de l'ADN exogène, donc soit le vecteur seul, soit le vecteur modifié. Comment est-ce qu'on sélectionne les transformants, c'est-à-dire celles qui ont le vecteur ou le vecteur recombinant? Eh ben, on met de l'ampicilline sur le milieu parce que vous voyez que le fait de récupérer le vecteur permet aux bactéries d'acquérir la résistance à l'ampicilline. Donc, on fait ce qu'on appelle une sélection positive des clones. On récupère les recombinants, pardon, excusez-moi, les transformants, c'est une sélection positive en mettant de l'ampicilline sur le milieu de culture. Seuls ceux qui ont un plasmide recombinant ou un plasmide originel vont pouvoir proliférer. Les bactéries non transformantes ne pourront pas puisqu'elles n'ont pas la résistance à l'ampicilline. Ça, c'est la sélection des transformants. Bien sûr, moi, ce qui m'intéresse en général, c'est la sélection des bactéries qui sont recombinantes, c'est-à-dire celles qui ont l'ADN recombinant. Dans l'exercice d'aujourd'hui, on va faire une sélection grâce au système blanc-bleu. Je vous rappelle, on l'a vu en cours, le système blanc-bleu repose sur le gène LACZ. Le gène LACZ code une protéine qui s'appelle la bêta-galactosidase. La bêta-galactosidase, c'est une enzyme qui a la propriété de transformer son substrat qu'on appelle le X-gal en un composé bleu. Autrement dit, si vous avez un composé bleu ou des colonies bleues, ça veut dire qu'il y a de la bêta-galactosidase, ça veut dire que le gène LACZ est fonctionnel. Je dis maintenant les choses différemment. Si le gène LACZ n'est pas fonctionnel, la production de bêta-galactosidase, donc, n'aurait pas de composé bleu. Oui, c'est ce que vous faites dans le TP clonage. Tout le monde a fait le TP clonage? Les deux groupes ont fait le TP clonage? Parce qu'effectivement, ça me simplifie la vie si vous l'avez tous fait. Ouais, bah, génial, super. Effectivement, c'est ce que vous avez fait exactement en TP clonage, donc ce que vous maîtrisez sur le bout des doigts, c'est très bien. Donc, je vais aller plus vite. Fait. Donc, ce qui se passe, effectivement, comme dans le TP clonage, si vous avez l'insert ici au sein du gène LACZ, donc le gène LACZ ici, il est représenté par la flèche bleue. Si vous avez l'insert qui est dans le gène LACZ, ce gène LACZ ici n'est pas fonctionnel, donc les colonies en présence de X-gal vont rester blanches, puisqu'elles ne vont pas pouvoir transformer ce X-gal en composé bleu, qu'il n'y a pas de bêta-galactosidase. Au contraire, les colonies qui ont le vecteur originel non modifié sans insert, le gène LACZ peut être transcrit, ensuite traduit, produire de la bêta-galactosidase qui va transformer le X-gal en un composé bleu. Donc, ces colonies seront bleues. Pour vous, ce qui vous intéresse, c'est les colonies blanches. Donc là, on a fait une sélection blanc-bleu. Voilà pour cet exercice. Donc, effectivement, la fin, si vous avez tous fait l'ETP, c'est très bien, c'est beaucoup plus simple. Vous devez avoir tous les éléments en tête pour comprendre ça facilement. Maintenant, allons sur l'exercice 3. Alors, dans les deux exercices qui restent, le 3 et le 4, vous allez voir, on va refaire des cartes de restriction. Les cartes de restriction, c'était l'objectif du TD précédent. Donc, je pars du principe que soit vous avez essayé de faire le TD et donc vous allez voir, vous allez pouvoir corriger vos réponses avec ce que je vais montrer.
soit vous n'avez pas du tout essayé et ça ne sert à rien de vous laisser du temps là maintenant, il faut vous entraîner tout seul face à votre feuille. Okay, donc, notez la correction et il faudra vous entraîner à essayer de faire les cartes de restriction qu'on va faire aujourd'hui. Donc, la première chose, dans l'exercice 3, on vous dit qu'on a un plasmide circulaire bactérien qui possède un gène de résistance à la tétracycline. Et il a un site de restriction BGL2. Donc, pardon, on va le digérer, excusez-moi, par BGL2. On vous dit que l'électrophorèse montre une bande de 14 kb. Votre avis. Donc, l'ADN circulaire, vous le digérez par BGL2, une bande de 14 kb. Vous en déduisez quoi comme résultat? Donc, vous déduire deux choses normalement. Alors, les Lucky Luke de la réponse. Deux choses. Ouais. Un site de restriction, très bien. Un seul site BGL2 et un ADN plasmidique qui, a priori, fait 14 kb. Donc, ça, c'est le plus simple. Donc, un seul fragment de digestion. Comme c'est de l'ADN circulaire, donc un seul site de restriction. Et une bande à 14 kb, donc a priori, votre ADN fait 14 kb. Ensuite, on vous dit, le plasmide est coupé par ECO47, par EcoR5, et l'électrophorèse produit deux bandes, une de 2,5 et une de 11,5. Qu'est-ce qu'on peut déduire de ce résultat? Donc, le plasmide, il est coupé par EcoR5, et on a deux bandes. Donc, combien de sites EcoR5? Ouais, deux, hein, c'est un ADN circulaire, donc deux sites EcoR5. Ensuite, on vous dit la double digestion BGL2 CoR5 fournit trois bandes, 5, 5, 5, 6. Alors là, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Comme d'habitude, je regarde ce qui a été conservé. Je vois qu'ici, la bande de 2,5 de EcoR5, elle est toujours là. Par contre, je vois que la bande de 11,5 disparaît quand je fais la double digestion avec BGL2. A priori, BGL2 vient couper le fragment de 11,5. Donc, je peux faire les cartes de restriction suivantes. J'ai deux propositions possibles. Celle-ci, BGL2 et CoR5 avec 5,5, CoR5 et CoR5 2,5 et ici 6, ou alors 5,5, 2,5 et 6. Donc à ce stade, j'ai deux possibilités en termes de restriction. Là, je vous laisse noter vite fait ces deux cartes. Donc j'ai deux cartes possibles. Ensuite, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Normalement, ça, c'est le TD précédent. Ensuite, on vous dit l'ADN du plasmide coupé par BGL2 est mélangé et ligaturé avec des fragments d'ADN générés par la même enzyme. L'association entre fragments résultant du plasmide et fragments exogènes conduit à la formation de molécules circulaires d'ADN recombinant. Les fragments portant à leur extrémité des sites BGL2, tous les clones recombinants se montrent sensibles à la tétracycline. Donc, dans tout ce petit pâté de texte, ce qu'on vient juste de vous dire, finalement, c'est dans ce vecteur, on vient de faire un clonage au niveau du site BGL2. Donc, on a cloné des ADN au niveau du site BGL2 dans ce vecteur, dans ce plasmide. Et si on fait ce clonage au niveau du site BGL2 dans ce plasmide, tous les clones recombinants se montrent sensibles à la tétracycline. Qu'est-ce que vous pouvez en déduire? Tout simplement. Donc, si je fais un clonage, je rajoute un insert dans le vecteur. Ouais, le gène de résistance n'est plus fonctionnel. Plus exactement, ici, pourquoi il est plus fonctionnel? Donc, c'est très bien, c'est l'idée. Pourquoi il est plus fonctionnel? Et suite au clonage, il n'est plus fonctionnel. Ça veut dire quoi pour le site de clonage BGL2? C'est la même idée que pour l'AXZ, en fait. Ça veut dire qu'il est où, BGL2? Ouais, il est inséré dans le gène, très bien. Ça veut dire que finalement, donc là, vous voyez, c'est le même schéma que tout à l'heure, il n'y a quasiment rien à rajouter, si ce n'est que le gène de résistance à la tétracycline, eh bien, il contient le site BGL2. Je le dis différemment, le site BGL2 est inclus dans le gène de résistance à la tétracycline. Et sa séquence de restriction est dans le gène de résistance à la tétracycline. J'ai juste rajouté, hein, ici en jaune, gène de résistance à la tétracycline au niveau du site BGL2. Tout. Ça signifie ça, en fait. Ça, c'est la première chose. On continue.
On vous dit un recombinant est coupé en BGL2 et des fragments de 4 KB et de 14 KB sont obtenus. Expliquez ce résultat. Alors là, c'est une question un peu presque bébête, c'est-à-dire qu'on vous a dit qu'on a fait un clonage au niveau du site BGL2, et donc vous avez mis un insert dans votre vecteur au niveau du site BGL2. Maintenant, on vous dit, on va redigérer cet ADN recombinant par BGL2. Donc en fait, vous faites l'inverse, vous retournez en arrière. Et donc, si on vous dit qu'on obtient un fragment de 4 et de 14 KB, vous saviez que votre vecteur, il faisait 14 KB. Donc ça veut dire quoi? Vous avez quoi comme information là, dans avec cette expérience? Ça vous dit quoi? Je rappelle, le plasmide faisait 14 KB. Le vecteur faisait 14 KB. On a cloné au niveau d'un site BGL2, et là, ouais, on redigère par BGL2. Donc exactement, vous avez la longueur de l'insert. Le vecteur vide, vous saviez qu'il faisait 14 KB. KB, du coup, c'est la taille de l'insert, et donc l'ADN recombinant, c'est-à-dire l'ensemble, fait 18 KB. Tout simplement. Donc, voilà à peu près le schéma de la situation. Là, ce que nous avons cette fois l'insert en plus. Donc, cette fois, c'est deux schémas un peu différents par rapport à tout à l'heure. On a rajouté l'insert. Donc, vous avez 4 KB, le fragment de 4 KB, qui est entre deux sites BGL2, donc qui sont inclus dans le gène de résistance à la tétracycline. Tout autour, là, ça n'a pas changé, les distances. Donc, la seule chose qu'on a modifiée par rapport aux propositions tout à l'heure, c'est qu'on a rajouté un insert de 4 KB au niveau du site BGL2. Ici. Deux possibilités toujours. Il y avait deux possibilités de plasmide. Ensuite, on vous dit que le même clone traité par EcoR5. Et cette fois, on obtient des fragments de 2, 5, 7 et 8,5. Expliquez ce résultat en dressant une carte de restriction de l'ADN recombinant. Alors, déjà, un premier truc. Tout à l'heure, le vecteur, quand vous le coupez par EcoR5, vous obteniez 2 fragments. Maintenant, l'ADN recombinant, c'est-à-dire le vecteur plus l'insert, vous obtenez 3 fragments. Ça signifie quoi par rapport à EcoR5? Tout simplement. Le vecteur, 2 fragments. L'ADN recombinant, donc le clone, 3 fragments. Ouais, il y a 3 sites, et donc il y en a un qui est apporté par l'insert. Vous en aviez 2 dans le vecteur. Ouais, tout à fait. Donc, là, je viens de reproduire ce qu'on a obtenu à la fin de la question 4 et 5, à la fin des questions 4 et 5. Ça, c'est exactement ce que vous avez déjà dessiné. Si vous devez dessiner maintenant la position du site EcoR5, donc là, c'est encore juste finalement le jeu des cartes de restriction, il va falloir rajouter ces sites de restriction EcoR5. Donc, vous allez voir qu'il y a à chaque fois deux possibilités. Si EcoR5, il pourrait être à 3 de ce site-là et à 1 de ce site-là, ou à 2,5 de celui-là et à 1,5 de celui-là. Les deux autres possibilités sont les suivantes. Avec cette carte-là, vous pourriez avoir cette configuration-là ou cette configuration-là. Donc là, vous avez au final 4 possibilités, 4 cartes de restriction différentes qui peuvent expliquer votre situation. Donc voilà les 4 possibilités. Donc, je vous laisse vite fait le noter. Ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui, les cartes de restriction. Donc, on va aller un peu plus loin avec notre exercice dans pas longtemps. Donc voilà les 4 possibilités qui étaient possibles pour cette carte de restriction avec donc, ces ADN recombinants. Hein, vous notez bien que c'est l'intérêt de cet exercice, c'est d'essayer de le faire vous-même, de retrouver ces cartes vous-même. Donc, que là, les possibilités sont les mêmes, c'est juste que c'est inversé. Donc, si vous avez dessiné déjà cette première proposition à gauche, vous pouvez retrouver celle de droite très, très facilement. Donc, ce qui va m'intéresser un petit peu plus maintenant, c'est le dernier exercice qui va reprendre plusieurs notions. C'est la même chose. Donc, je vais partir maintenant sur la création d'une banque, donc une application de ce qu'on a vu tout à l'heure en théorie. Si vous m'arrêtez de suite parce qu'il y a quelque chose de pas clair dans le précédent, n'hésitez pas. Non, personne ne crie à l'aide. Alors,
Dans le dernier exercice, on vous dit qu'on a un plasmide bactérien PBP1 qui possède un site de restriction unique pour l'enzyme IND3. Donc, un vecteur avec un site IND3. On vous dit que ce site se trouve au milieu d'un gène codant la résistance à la tétracycline. Et on vous dit que par ailleurs, ce plasmide comporte aussi un gène de résistance à l'ampicilline. On vous dit qu'on va cloner l'ADN génomique d'une souche de drosophile parce qu'il va être digéré avec IND3 et qu'on va créer une banque dans PBP1. Donc on vous dit une banque dans PBP1 est construite. Et ensuite, on va s'intéresser à un clone qui porte l'insert recherché et qui s'appelle le clone 15. Donc, la première étape, c'est de revenir sur la fabrication de cette banque de l'ADN génomique de cette souche de drosophile. Comment est-ce qu'on fait ça? Alors là, ça va être le même schéma qu'on a vu en introduction à ce TD, sauf que on va l'appliquer au génome de la drosophile, tout simplement. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Les grandes lignes sont les suivantes. On va avoir des mouches, on va extraire l'ADN génomique de ces mouches, donc on va avoir un tube avec de l'ADN génomique. Cet ADN génomique, donc l'ADN chromosomique plus exactement, on va le digérer avec l'enzyme IND3, c'est celle qui va servir au clonage. Donc on va avoir un fragment IND3. On fait pareil avec notre plasmide qui s'appelle BP1 ici. Je rappelle, BP1, il y a deux gènes de résistance, un à la tétracycline, un à l'ampicilline. Donc ici, ce gène de résistance, le site de clonage est dans ce gène de résistance. Donc vous allez voir qu'ensuite, je ne l'ai pas redessiné. Vraiment, il aurait fallu dessiner un petit bout de bleu ici, un petit bout de bleu ici, à chaque fois. Que c'est à l'intérieur de lui qui a le clonage. Mais comme il est actif suite au clonage, je ne l'ai pas représenté encore. Par contre, vous voyez que le gène de résistance à l'ampicilline, lui, est conservé à l'issue du clonage. Donc, il est coupé par une D3. Ici, j'ai mes donc un plasmide avec un ADN en particulier correspondant à une partie du génome de la drosophile. Chaque clone, maintenant, chaque ADN recombinant va intégrer une bactérie. Donc, je vais avoir plusieurs clones bactériens, chacun possédant un ADN recombinant différent. Celui-ci dans celle-là. Pour déjà commencer à répondre à la question suivante, comment se fait... Alors, je vais vous le montrer. C'est la question suivante, c'est ça? Que le plasmide PBP1 possède 3. Si possédait un deuxième site, par exemple ici, ou ici, ou ici, qu'est-ce qui se passerait? Ça couperait le plasmide et vous perdriez de l'information du plasmide. Donc, vous allez perdre une partie du plasmide si jamais il y avait un deuxième site IND3. Là, l'idée, c'est juste de le linéariser, de l'ouvrir. Donc, s'il y avait un autre site IND3, vous perdriez une partie du plasmide et donc de l'information du plasmide. Et vous pourriez peut-être perdre le gène de résistance à l'ampicilline, ou alors vous pourriez perdre l'origine de réplication, etc., etc. Donc, vous voulez juste l'ouvrir, le plasmide. Vous ne voulez pas en perdre des morceaux. Donc, il faut faire attention à ce qu'il y ait bien un seul site IND3. La deuxième question, c'est comment se fait la sélection des transformants bactériens et comment détecte-t-on ceux qui portent un insert? Donc, la sélection des transformants est finalement la sélection de ceux qui portent un insert. Donc là, je reviens sur le schéma global. Est-ce que j'ai grâce à quoi? La sélection des transformants. Juste des transformants. Elle se fait grâce à la présence de quelque chose dans le milieu de culture. Elle se fait grâce à la présence de mystère d'ampicilline. Vous mettez de l'ampicilline dans le milieu de culture, comme ça vous sélectionnez que les bactéries qui ont récupéré de l'ADN exogène qui sont résistantes à l'ampicilline.
Donc ça, c'est une sélection dite positive. Donc les colonies, elles seront ampicilines positives. Par contre, la sélection maintenant des clones recombinants, c'est-à-dire de celles qui ont récupéré le plasmide avec de l'ADN recombinant, et donc juste le plasmide, eh bien, elles seront, cette fois, elle va être négative, ce sera une sélection négative. Vous allez récupérer les colonies qui sont tétracyclines sensibles à la tétracycline. Et là, je vous renvoie au cours sur la technique avec les répliques bactériennes sur velours. Mais je crois que vous l'avez vu, certains en génétique. Pour les autres, donc je vous ai remis une diapositive en cours là-dessus. On fait une sélection négative pour celles qui sont sensibles à la tétracycline. Donc là, c'est la sélection donc, de nos transformants. Dans la suite, donc là, juste sur cette diapositive, il y a écrit ce que je viens de vous raconter, donc ça n'a aucun intérêt. Dans la suite, on va s'intéresser à un clone en particulier. Donc, on va appeler ici le clone 15. Ce clone 15, je vous dis, il est soumis à une analyse par restriction par IND3 et par une autre enzyme de restriction, EcoR5. Donc, autrement dit, on avait les bactéries, ici, on prend que cette colonie-là, on la récupère, on fait son extraction d'ADN plasmidique. Ensuite, je digère son ADN par IND3 ou par EcoR5. Donc, soit je fais une simple digestion IND3, soit une simple digestion EcoR5, soit je fais la double digestion. Donc, vous obtenez donc, un clone bactérien, je le récupère, j'extrais son ADN, je fais les digestions mentionnées. Ensuite, ces produits de digestion, je les fais migrer sur gel et j'obtiens le profil de digestion suivant. Alors là, vous êtes habitué à ces profils de digestion. Alors, la seule chose ici à noter, c'est que moins, ça signifie vecteur seul, le plasmide seul. 15, ça correspond au clone 15, donc celui qui nous intéresse. Donc, soit par IND3, soit par EcoR5, soit par les deux. Donc, on a ici les profils de digestion de ces différents clones, ces enzymes. Donc, je le remets juste ici. Voilà, exactement la même diapositive. La question qu'on vous pose, c'est de dresser la carte de restriction du plasmide avec ou sans insert. Donc, le plasmide combinant ou non, en montrant la position de l'insert approximatif par rapport au gène de résistance à la tétracycline. Alors, cette partie de l'exercice, elle ne m'intéresse pas trop aujourd'hui parce que c'est encore faire des cartes de restriction, et ça, c'était l'objectif du TD précédent. Donc, je vais vous donner directement la réponse pour cette partie de l'exercice, pour me concentrer sur la dernière question, qui est, enfin, les deux dernières qui sont les plus intéressantes aujourd'hui. Donc, si vous vous amusez à faire les cartes de restriction de ce profil de digestion, vous devriez trouver ici pour le témoin deux possibilités, ou ici pour le clone, ces deux possibilités-là. Donc, voilà les différentes possibilités. Pour le témoin, vous voyez, avec IND3 ou EcoR5, ça fait qu'une seule bande, donc ça veut dire qu'il y a un seul site, une bande de 2 et une bande de 3, donc deux possibilités d'un côté ou de l'autre. IND3, on sait qu'il est à l'intérieur du gène de résistance à la tétracycline. Pour ce qui est maintenant du clone 15, vous voyez le nombre de bandes plus. Donc cette fois, vous savez que le clonage se fait avec IND3. Donc ici, il va être entouré, l'insert de 2,5 entouré d'IND3. Et vous avez ces deux possibilités. Donc je vous laisse les noter. Dans la suite de l'exercice, on va utiliser juste une représentation pour chacun. Ça va pas c'est pas très intéressant de garder les quatre possibilités, enfin les deux possibilités pour chacun. On va juste utiliser une des deux possibilités pour chacun, parce qu'on n'a pas besoin des deux possibilités pour raisonner. Donc, si vous en avez déjà noté une, c'est bon, l'essentiel. Après, je vous invite vivement à essayer de retrouver l'autre par vous-même. Ce sera beaucoup plus intéressant. Donc là, vous avez carte de restriction. C'est la réponse à la question 4. Donc, j'en viens maintenant à la question 5. Alors, la question 5, donc, ce que j'ai fait là, c'est que j'ai remis le profil de digestion. Donc, il n'y a rien qui a changé en haut. C'est toujours le profil de digestion. Si j'ai mis une des possibilités pour le témoin, une des possibilités pour le clone 15. Donc ça n'a pas changé. Si vous venez de dessiner les cartes de restriction, c'est bon. Vous avez déjà tous les éléments, il n'y a rien à rajouter pour l'instant. On vous dit dans la question 5, c'est qu'on va utiliser une sonde qui est dirigée contre le gène de résistance à la tétracycline pour détecter certains fragments. Dit différemment, on vous dit, dites quelle bande du gel s'hybriderait avec une sonde marquée composée du gène de résistance à la tétracycline. Autrement dit, si je fabrique une séquence d'ADN qui est capable de reconnaître le gène de résistance à la tétracycline, donc de reconnaître ça, cette sonde elle est symbolisée ici en jaune, si je fais une sonde qui est capable de reconnaître ça,
avec quel fragment elle va s'hybrider, quel fragment elle va reconnaître. Donc, dans le cas du témoin et dans le cas du clone 15. Alors, il faut juste que vous ayez une information supplémentaire, qu'une sonde d'hybridation n'a pas besoin qu'elle s'hybride avec l'ensemble de sa séquence. Autrement dit, ici, vous voyez, la sonde, elle va s'hybrider avec cette partie du gène de résistance à la tétracycline, mais ici, elle ne peut plus s'hybrider parce que là, il y a l'insert. Eh bien, la sonde, elle va quand même se fixer sur cette partie. Donc là, je vais pouvoir détecter le fragment qui contiendra cette portion d'ADN. De la même manière, ici, elle va être compatible, elle va pouvoir détecter le fragment qui contiendra cette portion d'ADN. Pas besoin que la sonde soit entièrement hybridée. Je serai dans des conditions où même une hybridation partielle me permet de détecter des fragments. C'est ça qui est important à retenir pour la suite. Donc, si vous m'avez suivi, la sonde, quelle bande elle va reconnaître? Ici, dans le cas de la digestion du témoin par IND3. IND3 coupe ici, et donc génère un seul fragment de 5 kb. Est-ce que la sonde peut reconnaître ce fragment de 5 kb? Est-ce que la sonde est capable de reconnaître ce fragment de 5 kb? Allez, dans 10 minutes, un bon sandwich. Ah, oui, effectivement, elle est capable, hein, puisqu'elle peut s'hybrider de ce côté-là ou de ce côté-là. Même si c'est coupé là, elle pourra reconnaître cette extrémité-là ou cette extrémité-là. Je vais dire des mots-clés, jambon, beurre, chips, tomate, mozza, que des choses qui font saliver, ça va être merveilleux. Donc, effectivement, la sonde va pouvoir reconnaître ce fragment-là. Donc, ce fragment-là va s'hybrider. Maintenant, ce fragment-là du clone 15, est-ce qu'il va être reconnu? Le fragment de 5, c'est-à-dire le fragment de 5 digéré par une des 3, c'est-à-dire ce fragment, on coupe ici, hop, ce fragment-là, il fait 5. Est-ce qu'il est reconnu par la sonde, ce fragment-là? Oui, hein, une fois encore, il est reconnu. Maintenant, le fragment de 2,5, celui qui est là, est coupé par une des 3. Est-ce qu'il est reconnu par la cible? Non, effectivement. Là, pas de signal. Maintenant, EcoR5. Je digère par EcoR5, je coupe ici, que la sonde reconnaît le fragment de 5. Effectivement. Pour le clone 15, est-ce que la sonde reconnaît le fragment de 4,5 et le fragment de 3? Donc je coupe avec OR5, donc je coupe là. Est-ce que la sonde, il y a une sonde qui reconnaît cette partie-là? Est-ce qu'il y a une sonde qui reconnaît cette partie-là? La réponse est... On va continuer à me répondre. Donc si on coupe ici, ici, regardez, je coupe avec OR5 ici, je coupe par OR5 ici, est-ce que ce fragment-là, cette portion-là, reconnue par la sonde? Oui, la sonde, elle reconnaît cette partie-là. C'est partiel, mais elle reconnaît. Reconnaît cette partie-là. Elle reconnaît aussi cette petite partie-là de ce grand fragment-là. Donc la sonde, oui, reconnaître ces deux fragments de 4,5 et de 3. C'est ce que je vous disais en introduction, il n'y a pas besoin qu'il y ait hybridation totale. Il y a une hybridation partielle, c'est bon. Maintenant, pour le témoin par IND3 et EcoR5, vous avez deux bandes, une de 3, une de 2. Une de 3, une de 2. Est-ce que la sonde peut reconnaître chacun des deux fragments? La réponse est oui, elle peut reconnaître ici ou elle peut reconnaître ici. Les deux peuvent être reconnus. Par contre, pour le clone 15, vous voyez que le clone 15, ici, si vous le digérez par EcoR5 et IND3, vous générez un fragment de 1, un fragment de 1,5, qui ne sont pas reconnus par la sonde. Donc, le fragment de 3 et le fragment de 2 peuvent être reconnus par la sonde. Donc, vous obtenez la chose suivante. Alors, j'ai bientôt fini. Hein. La dernière question, vous allez voir, est exactement sur le même principe. C'est juste un exercice pour voir si vous avez bien compris ce que je viens de vous raconter. Là, on est sur le principe de cette sonde qui était dans le gène de résistance à la tétracycline. Dernière question, en fait, qu'on fait, qu'on change de sonde. On va utiliser cette fois une sonde qui n'est plus dans le gène de résistance à la tétracycline, mais qui est dans l'insert. Donc, c'est la sonde verte ici. Donc, cette fois, la sonde reconnaît la région verte, donc l'insert. Donc, si vous m'avez suivi, ça va aller très, très, très vite. À votre avis, une sonde qui reconnaît l'insert, vous la mettez face à des produits de digestion du plasmide seul, c'est-à-dire du témoin. La piste 1, 3 ou 5. Les pistes 1, 3 et 5. On va reconnaître cette sonde qui reconnaît l'insert. Elle va rien reconnaître. Elle va rien reconnaître du tout. La sonde, ici,
ici ou ici, elle ne va rien reconnaître parce que vous voyez, à chaque fois, elle sera face à cette séquence d'ADN. Dans cette séquence d'ADN, il n'y a pas d'insert. En définition, c'est le vecteur seul. Donc, la sonde ne reconnaîtra rien. Donc, pour les pistes 1, 3 et 5, la sonde ne reconnaîtra rien du tout. Maintenant, on va s'intéresser donc aux pistes 2, 4 et 6. En piste 2, vous avez le fragment des 3, donc celui-là, 5, le fragment de 2,5. Lequel est reconnu par la sonde? Je vous fais des pièges pour plus répondre juste oui ou non. Parfait, très bien. 2,5, exactement. Hein, l'insert, tout à fait. C'est facile. Bien. Ensuite, ah mince, je déflore le sujet. Maintenant, on arrive ici sur le clone 15 par COR5. Donc, je coupe ici et je coupe ici. Vous voyez que la sonde, elle peut reconnaître cette partie-là. Elle peut aussi reconnaître l'autre fragment. Donc, vous avez bien 4, 5 et 3. Donc, les deux fragments générés par EcoR5 peuvent être reconnus partiellement. Ici, parce que la sonde s'hybride ici, et ici, que la sonde s'hybride ici. Un morceau de l'insert, si vous voulez, sur chacun des deux fragments. Enfin, il nous reste la dernière, la double digestion. 3, 2, 1, 5 et 1. Pouvez-vous me donner le ou les fragments qui sont reconnus par la sonde ou m'écrire aucun? Est-ce qu'il y a des fragments qui sont reconnus par la sonde ici, dans cette piste-là? Ouais, 1, 5 et 1. Donc, effectivement, les deux seuls fragments qui correspondent à l'insert. Donc, très bien. C'est exactement ça. Donc, j'ai fini au sens strict la correction de ce TD. Alors, je suis peut-être allé un peu vite à certains endroits, je ne sais pas trop, je ne réalise pas très bien. Je m'excuse encore pour le cafouillage avec les DLCB. Si vous avez des questions sur n'importe quelle partie de ce TD, bien sûr, n'hésitez pas, je reste connecté. Je vous rappelle que je n'ai pas de haut-parleur, donc je ne vous entends absolument pas. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Voilà, donc la correction au sens strict de TD est terminée. Je vous rappelle que demain, il y a le CC. Ce TD au sens strict n'est pas dans le CC. Mais il y a bien sûr le TD précédent sur les cartes de restriction. Il y a le cours sur le clonage qui est dans l'examen de demain aussi. La correction en jaune. La correction en jaune. La diapo d'avant. Oui, voilà. Donc, si je repars sur la correction en jaune, donc voilà. Donc je reprends ici la notion de sonde. La sonde, ce qui est symbolisé ici en jaune, c'est une séquence d'ADN qui peut reconnaître d'autres séquences d'ADN. Ici, dans ce cas-là, cette séquence, la sonde reconnaît spécifiquement la séquence du gène de résistance à la tétracycline. Donc, elle reconnaît spécifiquement cette séquence. La sonde, c'est quelque chose qui est marqué, c'est-à-dire que c'est fluorescent ou que ça contient un radioisotope. Donc, c'est marqué radioactivement ou par fluorescence. Je peux la détecter, je peux savoir où elle est. La question, c'est, vous avez plein de bandes. Cette sonde, elle va permettre de visualiser quelle bande. Autrement dit, cette sonde, sur quelle bande ici, va venir se greffer, va venir s'hybrider. Il faut comprendre, en fait, à chaque fois, à quoi correspond la bande. Donc, je reprends le premier cas, dans le cas témoin. Donc, le cas témoin, c'est cet ADN-là. Cet ADN-là, on l'a coupé par une des trois. Donc, ça correspond à ça, coupé par une des trois. Donc, coupé ici. Donc, c'est un ADN linéaire de 5 kb. Je le coupe ici, je le mets en présence de la sonde. Est-ce que la sonde peut le reconnaître? La réponse, c'est oui, parce que la sonde, vous voyez qu'elle reconnaît ce côté-là, mais elle reconnaît aussi ce côté-là. Donc, cette bande-là sera détectée par la sonde. Et maintenant, je fais le même raisonnement pour ici, le clone 15 digéré par IND3. Le clone 15, c'est ça. Je digère par IND3. Donc, je coupe ici, je coupe ici. Le fragment qui est au milieu, le fragment donc qui fait 1 plus 1, 5, qui fait 2, 5. Et que ce fragment-là n'a rien à voir avec le gène de résistance à la tétracycline. Autrement dit, la sonde ne peut pas le reconnaître. Donc ce fragment de 2,5 ne sera pas reconnu. Donc, vous voyez ici, je ne l'ai pas illuminé en jaune, reconnu par la sonde. Contre l'autre fragment, celui qui fait 5, là, excusez-moi, donc celui qui fait 3, qui est là, lui, il est bien reconnu par la sonde. Il peut être reconnu à cette extrémité par la sonde, mais il peut aussi être reconnu à cette extrémité par la sonde. Et donc, lui, il sera bien mis en évidence. Je ne sais pas si c'est plus clair, mais le raisonnement après est exactement le même pour toutes les pistes. Donc,
Je répète, hein, donc j'ai fini au sens strict la correction de ce TD. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser maintenant. Sinon, je vous souhaite une excellente fin de journée à tous. Donc, je reste connecté, hein, quelques instants, bien sûr, pour répondre à vos questions. Alors, l'ADN est hydrophobe alors qu'il est chargé et polarisé. Où est-ce que vous avez vu qu'il était hydrophobe? À quel moment on dit qu'il est hydrophobe? Il y a une diapositive où il y a écrit hydrophobe?